Bonjour et bienvenue dans Carrière anthropologique, le podcast qui présente les débouchés professionnels des études en anthropologie. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont terminé leur master en anthropologie pour retracer leur parcours professionnel, les difficultés qu'ils et elles ont rencontrées et les conseils qu'ils et elles donneraient aux futurs diplômés. Ce podcast vise à montrer qu'il n'y a pas que le doctorat et la recherche universitaire qui débauchent en anthropologie, mais que les anthropologues ont leur place dans tous les domaines du marché de l'emploi et surtout qu'il est possible de se réaliser dans 1000 projets professionnels avec un master en anthropologie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Lorena qui nous présentera son parcours. Elle nous parlera des différents masters qu'elle a fait à l'ULG, sa découverte et sa passion pour le Congo, et comment ces différents choix d'études s'imbriquent pour créer la pluralité de sa vie professionnelle présente. Bonne écoute! Bonjour Lorena, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en donnant notamment ton âge, l'année où tu as terminé tes études et éventuellement l'emploi que tu occupes à présent? Oui, donc moi c'est Lorena Morecci, l'année à laquelle j'ai terminé mes études. J'ai 28 ans. L'année à laquelle j'ai terminé mes études, ça c'est compliqué. Je les ai terminées définitivement il y a 2 ans pour mon dernier master, mais terminé anthropo, je pense que c'était il y a quelques années. J'ai fait 5 ans, j'ai commencé en 2014, donc 50 plus. Donc, ok, 2019. Ouais, 2019-2020, quelque mais chose ça comme se ça. peut bien parce que donc moi je t'ai eu en cours, j'étais en bac 2. Ouais, donc ouais, c'était 2019, 2019, Ouais. 2019, ouais, je pense. Ça doit être cette date-là. Ouais. Donc pour anthropo, c'est ça, 2019-2020. Okay. Et définitivement, il y a 2 ans. Donc, voilà. Ok. Et donc, comment est-ce que tu as découvert l'anthropologie et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces études? Comment j'ai découvert l'anthropologie? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment découvert d'une façon particulière. En fait, je me souviens que j'étais en secondaire. J'étais à l'Athénée à Herstal. Et en fait, c'était la première année où ils organisaient une sorte de stage découverte en réto, où alors chacun avait la possibilité de trouver un lieu de stage par rapport au métier qu'il voulait faire. Et moi, j'étais un peu perdue parce que j'avais pas une profession genre de rêve comme prof ou travailler en tant qu'ingénieur, etc. Donc, je pouvais pas aller dans une usine, dans une classe ou des choses comme ça. Et j'essayais d'expliquer aux profs que j'aimais mieux quelque chose de plus humain, plus social, etc. Et ils avaient beaucoup de mal à comprendre ça. Donc du coup, j'ai commencé à me pencher, parce que je réfléchissais pas trop en fait à mes études. J'étais plutôt, là, ici, je termine, je faisais des cours, enfin j'avais mes options latin grec. Donc j'étais plus axée là-dedans. Et je voyais pas encore ce vers quoi j'allais me diriger plus tard. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à consulter des programmes de l'UNIF. Alors que je n'étais pas forcément dans le truc de me dire je dois aller à l'UNIF comme certains. Je voulais voir ce que je voulais faire. Et je sais que le premier truc que j'avais envie de faire, c'était tout ce qui est infographie, etc. Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu bricolage ou tout ce qui est visuel, qui est beau. Et puis, j'en ai parlé à une prof et une prof m'a dit je ne te vois pas faire ça, je dois faire quelque chose de plus valorisant. Donc, ouais, c'était comme ça. Et donc, du coup, c'est là que j'ai consulté le programme de l'UNIF. Et j'ai découvert qu'il y avait une faculté des sciences sociales. Et là-bas, j'ai découvert qu'il y avait anthropologie et sociologie, des mots que je n'avais pas entendus auparavant, même si je faisais comme latin grec et que ça vient quand même de là. Mais du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu et puis j'ai commencé à dire aux profs, voilà, il y a ça qui m'intéresse, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de métier concret, en fait. C'est pas comme je suis médecin, ben voilà, je vais dans un hôpital. Non, il n'y a rien de concret là derrière. Donc, les profs et la direction à l'école, c'était comme ça, en train de dire, oui, mais tu vas faire quoi? Tout le monde part, toi, tu fais rien. Et je leur ai dit, ben écoutez, je ne vais rien faire, oui. Mais je sais que c'est ça que je veux faire. Donc, voilà. Donc, voilà comment j'ai découvert ça. Et à la suite de ça, on a eu la possibilité, il y avait journée porte ouverte de l'UNIF pour les rétos. Okay. On pouvait s'inscrire à 3 cours. Je me suis inscrite à 3 cours d'anthropologie. Comme j'étais une stressée de la vie, que je le suis toujours, j'avais demandé à ma meilleure amie de venir avec moi. Parce que je me suis dit, putain, je me retrouve toute seule, je connais personne. C'est un truc super spécial, personne ne connaît.
Ma meilleure amie est venue avec moi et j'ai eu des cours qui étaient super intéressants en fait. Okay. Ça correspondait totalement à genre, l'image que je me faisais. Et je me souviens, c'est la première fois que j'ai vu Madame Razi. Et je l'ai vue, en fait, j'étais trop impressionnée, vraiment impressionnée par elle. Je me suis dit, le jour où j'aurai cette femme comme prof, je sais pas comment je vais faire. Alors que je l'avais vue une seule fois. Ouais. Et voilà. Et puis après, j'ai terminé ma réto et je me suis inscrite à la dernière minute à l'UNIF. Et voilà. Et tu t'es inscrite à la dernière minute parce que tu hésitais encore de ce que tu allais faire ou Non, c'est pas forcément que j'hésitais. Je pense que voilà, je suis partie... parce que maintenant, ça fait quand même 10 ans. Oui, on est en 2024. Et je me suis inscrite en 2014. Donc, ouais, ça fait 10 ans. Ça me rajeunit pas. Mais ouais, donc je crois que je suis revenue de vacances, etc. Okay. Et puis on était avec ma meilleure amie. Et je pense qu'on est parti avec nos mamans fin août, comme ça. Okay, ouais. Et on est parti s'inscrire. Donc il n'y avait pas de raison particulière. C'était juste, je sais que je veux faire ça, je vais m'inscrire et voilà. Et donc à ce moment-là, tu entames ta première année à l'université en sachant déjà plus ou moins que tu veux faire le master en anthropologie ou bien... Enfin voilà, tu t'es dit, je vais faire ce bachelier en socio-anthropo et puis on verra... Non, je savais ce que je voulais faire. D'ailleurs, j'étais un peu déçue d'avoir des cours, on avait le bac qui était plus ou moins commun, même si on pouvait choisir option anthropo, mais c'était que l'équivalent de 3 cours. Enfin, 2 ou 3 cours même, je pense. Et... moi, j'étais un peu déçue des fois parce que j'avais des cours de comptabilité qui, au final, m'ont vraiment servi pour la suite. Mais, genre, j'avais des cours comme ça où je me disais, à quoi bon, etc. Je voulais juste rentrer dans le vif du sujet en anthropo. Et, enfin, non, je savais que je voulais faire anthropo directement. J'avais des cours de socio aussi qui étaient super intéressants. Mais voilà, je trouvais ça intéressant à titre personnel, mais pas forcément... je savais que c'était anthropo et rien d'autre. Ok, ouais. Non, mais je trouve ça toujours hyper intéressant parce que... Enfin, j'avais souvent un peu cette impression que l'anthropo, les gens ils tombent un peu dessus dans leurs études. Et en fait, en parlant avec des gens, enfin même, donc il y a d'autres épisodes, notamment avec Adrien, lui il savait aussi déjà très bien qu'il voulait faire anthropo dès la bac 1, tu vois. Et donc voilà, enfin... C'est un peu bizarre en fait, l'anthropo, c'est un peu l'anthropo qui vient à nous, quoi. Oui, comme ça, c'est vraiment une histoire d'amour en fait, entre l'anthropo. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, je pense, oui, l'anthropo... mais c'est vraiment une vocation en fait, franchement, c'est vraiment une vocation. Enfin, j'aurai l'occasion de le dire après, j'ai fait d'autres masters, mais moi c'est l'anthropo qui m'a toujours passionnée et qui me passionnera toujours. Donc voilà, mais bon, je ne spoil pas, on en parlera après. Attends, je pense qu'on va d'abord parler de ton sujet de mémoire. J'aime toujours bien poser cette question-là parce que c'est toujours intéressant entre anthropologues de savoir un peu les terrains et tout. Donc, ouais. Je vais d'abord peut-être parler de ce que j'avais fait, des terrains que j'avais fait en bac. Comme ça, tu vas un peu comprendre le cheminement, pourquoi j'en suis arrivée là. J'ai commencé, je pense que c'était en bac 2. Le premier cours que je devais avoir avec Madame Razi, qui n'était pas là parce qu'elle donnait cours au Mexique. Donc du coup, j'avais cours avec Marie Campilloto, qui était doctorante à l'époque, qui m'a fait vraiment découvrir ce qu'était l'anthropologie, ce qu'était le travail de terrain, l'ethnographie. Et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était questions religieuses, mais il y avait... Je ne savais pas comment explorer cette question-là, en fait, sous quel angle l'explorer, mais c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a super intriguée et sur lequel je voulais travailler. Donc du coup, dès qu'on a eu ça, donc c'était anthropologie, c'était méthode de terrain, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelait approche du terrain. Enfin, oui, voilà, voilà, c'est possible. C'est possible. Et donc du coup, on était assez libre et j'aurais posé la question si je pouvais faire aborder l'aspect religieux. Elle m'avait dit oui. Elle m'a dit voilà, c'est un peu spécial, c'est particulier comme terrain, et surtout qu'il y avait un cours d'anthropologie de religieux en bac 3 que je n'avais pas encore eu, mais j'avais vraiment envie de travailler sur ça. Elle m'a laissé faire et du coup j'ai pris contact, parce que moi là-bas j'étais catholique, j'étais dans une famille catholique et j'avais envie de découvrir autre chose mais rester dans la religion chrétienne. Donc du coup j'ai repensé à des amis à moi qui étaient avec moi en secondaire, etc.
avec qui je m'entendais bien, puis à mes voisines aussi, etc. Et c'était des Africains, donc un ancien, un ancien ami à moi qui était en secondaire avec moi, lui il était angolais, et j'ai commencé à lui dire, voilà, je suis à l'UNIF maintenant, j'ai commencé à faire un travail sur ça, et je sais que tu vas dans une église qui est différente des églises que je fréquente, sans en savoir plus, et je lui dis, est-ce que je pourrais venir avec toi, etc. Et il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à aller dans cette église-là, j'ai fait mon premier travail de terrain là. C'était très particulier, mais j'ai tout de suite aimé ça en fait. J'ai eu vraiment... j'ai même eu du mal un peu à sortir de mon terrain en fait, et j'en ai parlé même dans mon travail. Et au début je me disais peut-être parce que c'est le premier terrain ou je sais pas, mais j'ai vraiment eu du mal à sortir de là. Vraiment du mal au point que par après... en reparlant avec d'autres personnes m'ont dit « Ah, mais t'as été dans cette église-là, c'est chouette, mais viens dans mon église, tu vas recommencer, etc. » Donc j'ai commencé à aller là, etc. Et puis, tous mes terrains, en fait, je les ai faits toujours sur l'aspect religieux. Enfin, j'analysais différentes choses, différents angles, mais c'était toujours sur le religieux. Donc au final, je me suis mise à travailler sur les églises protestantes africaines, ici à Liège, enfin quelques-unes, je ne vais pas faire de généralité, sur quelques-unes, deux en particulier. Et sur un petit groupe de prière qui était à Herstal. Donc j'ai vraiment fait ces 3 terrains-là. Et puis un jour, j'avais cours de critique historique, je ne sais pas quoi, un cours qui se donnait au Vatou. J'avais pas envie de suivre ce cours-là, je suis rentrée. Moi qui suis très sérieuse dans mes études, etc., mais j'avais pas envie de suivre ce cours-là. Donc je suis rentrée, et je pense heureusement, je suis rentrée chez moi. Et je savais toujours, c'était un mardi, je m'en souviens comme si c'était hier, je savais toujours que le mardi sur la 2, il passait toujours des reportages sur des trucs culturels, etc. Bref, c'est des trucs qui m'intéressaient. Et ce jour-là, je me souviens, il était 11h30, et je tombe sur un reportage, et je vois qu'il est écrit, j'arrive en plein milieu du reportage, je vois que c'est en Afrique, et il est écrit « L'homme qui répare les femmes ». Et le titre m'a interpellée d'un coup, en fait. Et j'ai commencé à regarder ça. Et puis, ça m'a tellement marquée, en fait, que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à me dire, c'est quoi cette zone, c'est quoi... en fait, j'ai vu que c'était au Congo, etc. Donc, à partir de ça, j'ai commencé à... Oui, j'avais des amis congolais, mais je ne m'intéressais pas forcément à tout ça, et eux-mêmes ne me parlaient pas de ces choses-là. Et donc du coup j'ai commencé à faire des recherches toute seule. J'ai commencé à regarder qui était ce fameux docteur Mukwege, dans quelle zone était-il, quelle étude il avait faite, voilà, comment le contacter, comment faire quoi que ce soit. En fait, j'ai été tellement interpellée et touchée que je me suis dit, en fait, j'ai tellement été touchée au plus profond de moi-même que je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que je dois faire quelque chose à un moment donné. J'ai commencé un peu à mûrir sur ce projet-là. Je me suis dit, c'est quelque chose qui va être difficile, je le sais. C'est quelque chose qui va me demander énormément d'efforts parce que je suis vraiment une peureuse. Même prendre le bus, etc. C'est des choses que j'aime pas faire. Et donc du coup je me suis dit punaise, c'était vraiment une peureuse. Et puis tu t'imagines un jour partir comme ça à l'autre moitié de la planète, dans un endroit que tu connais pas, dans une zone de guerre, seule. Et voilà, j'avais tous ces points d'interrogation là, mais j'avais quelque chose au fond de moi qui me disait c'est là que tu dois être en fait, ta place c'est là. Et j'ai commencé à en parler à Madame Razi, qui me disait que oui, ça pouvait être faisable, que je devais commencer à faire un peu des recherches, etc. Regarder s'il n'y avait pas des personnes qui pouvaient m'aider par rapport à ça. Et est arrivé le Master 1, où on avait un stage à faire. C'était, je pense que c'était un cours à option, en plus, ce qui est paradoxal, mais je pense qu'à l'époque, c'était un cours à option. Et moi, je me suis dit, mais comment on peut faire un master sans être confronté au métier, en fait. Et donc, là, j'ai été confrontée à la réalité. J'ai commencé à chercher des stages, et c'est là que je me suis dit, en fait, il n'y a aucune offre de stage. Où puis-je faire un stage? J'ai commencé à chercher dans des trucs différents. Je regardais... comme j'aimais tout ce qui était aussi questions religieuses, etc., et c'était fort tendance à l'époque, tout ce qui était radicalisme avec l'islam, etc. Et donc, ça m'intéressait aussi, mais je me suis dit, pour être confrontée à la réalité de l'emploi, ça me ferait une expérience, et c'est des choses que j'aime bien, enfin qui m'intéressent en tout cas, donc pourquoi pas. Donc je commence à faire ça, alors soit on ne me répondait pas, soit j'avais des noms, soit bref, ou les gens ne savaient pas ce que c'était, ce que je pouvais faire, quelle allait être la plus-value pour eux.
Ouais. Donc j'ai commencé à désespérer énormément. Et je me suis dit, en fait, si j'ai envie de partir un jour, je me suis dit, pourquoi pas regarder à l'international. Donc, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à chercher sur le site des affaires étrangères belges. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des stages dans des consulats. Donc j'ai commencé à postuler là-bas. Madame Razi était derrière moi et ça c'était très bien. Elle a commencé à me faire des lettres de recommandation, etc. Et donc du coup j'ai commencé à chercher là-bas, pensant que c'était là que j'allais aller. Puis en fait je me suis dit, je réponds à des offres, mais pourquoi pas faire une candidature spontanée là-bas. Donc je me suis dit, autant le faire. Et puis après des mois. Au Congo déjà? Non, c'était ici pour les affaires étrangères, mais ici en Belgique. Ouais. Mais il y avait des offres pour différents consulats, mais pas le Congo. Ok. Et du coup, je me suis dit, en plus de ça, pour me donner une chance, pourquoi pas faire une candidature spontanée pour être ici à Bruxelles. Et un jour, j'ai une dame qui me répond et qui me dit, oui, en fait, on est intéressé que vous fassiez un stage chez nous. Et je me dis, punaise, waouh. Donc c'est là où j'ai fait une candidature spontanée, où il n'y avait même pas d'offre, qu'on est intéressé. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bizarre, parce que affaires étrangères, c'est diplomatie, où il y a coopération, développement, mais c'est une partie minime de leurs actions. Et bref. Je suis arrivée à faire un stage aux affaires étrangères. Parce qu'en fait, il s'est avéré que la dame qui était intéressée par mon profil était elle-même anthropologue. Et elle a trouvé ça super intéressant. Enfin, c'était déjà rare à son époque, parce qu'elle était âgée. Et c'était déjà rare à son époque, des gens qui avaient fait anthropologie. Et quand elle a vu une jeune qui faisait anthropologie et qui postulait là, elle s'est dit, mais en fait, c'est chouette, ça me fait penser à moi. Et donc, du coup, elle m'a fait faire mon stage là-bas. J'ai fait... c'était pas des stages à temps plein, donc j'ai fait quelques jours, et puis après, elle était contente. Moi, je m'entendais bien avec elle. Elle m'a demandé pour que je prolonge. J'ai prolongé, ce qui a été très bien, parce que quand j'ai prolongé, en fait, là, j'étais en coopération et développement, donc j'avais l'occasion de rencontrer plein de personnes, plein d'associations, d'ONG, etc., d'SBL, et d'institutions internationales. Et en fait... Je leur avais expliqué depuis le début que moi j'étais intéressée, je voulais partir au Congo, je voulais partir à Bukavu, à Panzi, je voulais aller voir le docteur Mukwege dans son hôpital, etc. Et franchement, je suis tombée sur des très bonnes personnes, elles ont été super attentives à ça. Et chaque fois, elle me dit, écoute Lorena, voilà, il y a telle association qui travaille avec eux, ou de près ou de loin, essaye de les contacter, voir si tu peux avoir des contacts de n'importe quelle façon, tout est à prendre. Et donc... un jour, je reviens d'un examen, je me souviens, et il y a la personne avec qui je travaillais qui me dit, écoute Lorena, l'Union européenne organise un événement sur la coopération internationale, et il y a le docteur Mukwege qui vient en Belgique. Et donc je me suis dit, oh punaise, waouh, il faut que j'y aille. J'y suis allée. C'était très compliqué parce que j'avais un examen le matin même, et que les doctorants qui s'occupaient de faire l'examen ne réalisaient pas l'enjeu qui se présentait face à moi. En fait, je leur disais, faites-moi passer le matin, j'ai envie de partir à Bruxelles, je dois aller le voir. Je sais qu'une fois dans ma vie que je pourrais le voir, c'est déterminant pour mon mémoire, pour tout, quoi. Et bref, c'était une situation très compliquée parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Ça m'a fortement énervée, mais je suis arrivée en retard à Bruxelles. Heureusement que mes parents étaient là pour me déposer, puisque je n'avais pas de permis à l'époque. Donc mes parents m'ont déposée à Bruxelles. Je suis arrivée en stress, en transpiration. Je suis arrivée là-bas et il y avait un garçon avec qui je faisais stage, qui était néerlandophone, qui lui n'y connaissait rien à Mukwege, il n'était pas intéressé, etc. Mais il était venu pour moi. Et donc, ce que j'avais dit que j'avais peur d'être toute seule, puis il me disait chaque fois, allez Lorena, vas-y. Puis j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été trouver, je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, waouh, anthropologue, c'est super, etc. Tiens, ma carte, recontacte-moi, on va arranger ça. Waouh. Ouais. Et donc, voilà. Je te passe les détails de comment je suis arrivée là, etc. Sauf si tu voudrais le savoir après. Mais en gros, je suis arrivée à partir en juin 2019. À Panzi, à Bukavu, donc c'est au sud Kivu, au Congo. Je suis partie pour faire mon mémoire. Le sujet initial de mon mémoire, c'était la réinsertion des victimes de violences sexuelles. Je devais vraiment travailler là-dessus. Mon projet initial était ça. J'avais pas de thématique
définie parce qu'en fait je devais être dans un centre de femmes qui sont victimes de violences sexuelles et qui restent pendant 6 mois dans une association. Elles ne vivent que entre femmes, elles dorment et vivent là, elles sont là H24 et elles ont un programme de réinsertion. On leur apprend un métier, on leur apprend comment se défendre si jamais ça peut revenir, etc. Comment parler aux enfants qu'elles auraient eu issus de viol ou à leurs enfants qui sont restés, ou comment faire en sorte d'être réintégrées dans la société. Donc c'était vraiment une approche holistique en fait avec ces femmes-là pour qu'elles se reconstruisent et avec la société de manière générale. Ça c'était mon objectif. Maintenant le terrain m'a imposé autre chose. C'est toujours comme ça. Ouais. Mais là j'ai une réalité beaucoup moins chouette où du coup j'ai dû travailler sur, malgré moi, sur les rapports de pouvoir en fait entre le Nord et le Sud qui se recréer en fait dans la coopération et l'aide apportée là-bas. Donc c'était un peu une analyse un peu sous la forme du néocolonialisme par rapport à l'approche de l'aide apportée là-bas. Ok, donc l'aide qui était apportée au Congo réactualisait des rapports de pouvoir ou nourrissait des rapports de pouvoir entre le Nord et le Sud. Tout à fait. Ok. Et ce changement thématique, tu l'as fait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé où tu t'es dit, en fait, je ne peux pas travailler sur mon sujet initial, je vais travailler sur autre chose? Ou est-ce que c'est un peu le terrain qui t'a... Enfin, toi, parce que parfois, tu vas sur ton terrain et finalement... tu veux parler de X, sauf que tout le monde te parle de Y, tu vois, et t'es là, en fait, je peux plus faire mon terrain sur X parce que tout le monde me parle de Y, tu vois. Donc, moi, c'était une situation, c'était un peu ça, mais pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est ça en beaucoup plus radical, dans le sens où j'étais avec certaines personnes qui étaient censées œuvrer là-dedans et qui, en fait, m'ont fait voir l'envers du décor. Je pense malgré elles, ou alors tellement elles étaient habituées à, entre elles, voir ce genre de choses et penser que c'était normal, qu'elles ne se sont pas rendues compte qu'en fait elles m'ont montré une réalité qui était totalement inverse que ce à quoi je m'imaginais et surtout ce qu'elles prônaient et continuent à prôner. Donc voilà, en fait en gros j'ai été avec des personnes, je me suis retrouvée avec des personnes qui exprimaient complètement leur dégoût d'être là, qui exprimaient aussi leur dédain envers les Congolais. J'ai eu droit à des remarques racistes, bref, des choses qui m'ont mise dans un état où j'étais même plus capable de manger, donc j'ai même dû rentrer plus tôt de mon terrain. Ça a été une épreuve vraiment super traumatisante pour moi, parce que c'était vraiment... mon rêve en fait d'aller là-bas. Je voulais me rendre utile, je voulais faire des choses bien et en fait je me suis rendu compte que j'étais dans un dilemme en fait. Si je restais, j'allais finir par être associée à ces personnes-là qui... Je pense que les locaux savent très bien en fait leur façon de penser, etc. Et ça collait pas à mes valeurs en fait. Donc c'était vraiment super difficile pour moi. Je commençais à faire des crises d'angoisse, ce que je n'ai jamais fait. Je me retrouve en train de pleurer sans aucune raison et je pouvais même pas expliquer à ces personnes-là, parce que comment expliquer à une personne qui est raciste qu'elle est raciste et que c'est pas normal. Et donc voilà, c'était très compliqué pour moi. Et donc j'ai envoyé un message à Madame Razini, j'ai pris la décision de rentrer plus tôt et je lui ai dit que je changeais mon terrain, que je pouvais pas travailler sur ce sur quoi je voulais travailler à la base, parce que j'avais été confrontée à autre chose et j'avais été affectée par ça. Il y avait trop de rapports de pouvoir. En fait, des choses auxquelles je pouvais avoir accès ou pas accès étaient déterminées par le fait de savoir si tu venais par telle ou telle personne ou si tu t'es associé à telle et telle personne, si c'était des blancs, si c'était des noirs, s'ils venaient de là, s'ils avaient tel et tel niveau social en Belgique ou politique ou académique. Donc je me suis retrouvée dans un monde où je me suis dit waouh, en fait on est là, on est dans une zone de guerre, on est là pour aider des gens et en fait je me rends compte que ici c'est que des rapports de pouvoir dans tous les sens, c'est que des... c'était vraiment du clientélisme, c'était... Voilà, en fait, j'étais vraiment perdue dans un truc où je me dis, mais en fait, on m'a gâché mon terrain, je n'ai plus... Enfin, j'ai même plus envie de travailler là-dessus, je sais même plus, en fait, travailler là-dessus, parce que j'ai tellement été atteinte à un point que, voilà, c'était vraiment compliqué pour moi.
Et puis en rentrant, j'ai eu aussi pas mal de soucis avec ces personnes-là qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Mais heureusement, j'ai eu Madame Razi qui était derrière moi parce qu'elle me connaissait depuis toujours. Elle savait la personne que j'étais déjà à titre personnel et elle savait aussi la qualité de mon travail en tant qu'étudiante. Donc franchement, c'était très bien parce que sans Madame Razi, je ne sais même pas si j'aurais pu terminer mon master, honnêtement. Tellement ces personnes voulaient me mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles ne voulaient pas que je parle de ce que j'avais vu, en fait. Donc c'était très compliqué. Mais voilà, grâce à Madame Razi, j'ai pu déjà l'accepter que je parle de ça, que je fasse un mémoire confidentiel et que je puisse travailler là-dessus. Donc voilà, ça a été très compliqué, mais après quelques mois, je me suis raisonnée, je me suis refait une santé, parce qu'en revenant de là, j'étais vraiment très mal. Et puis voilà, et puis j'ai attaqué à nouveau et j'ai fait mon mémoire là-dessus et j'ai pris énormément de plaisir en fait à faire mon mémoire. Ok, trop bien. Ouais, je me suis replongée dans toute l'histoire du Congo, etc. Je lisais, en fait, j'avais l'impression, je me plongeais dans les livres. Je me souviens, j'étais à la bibliothèque Gros-Lich à l'UNIF, ici aux Artinements, et en fait, j'avais l'impression que je me plongeais dans les livres et j'ai l'impression que je me revoyais là-bas, mais sans la mascarade à laquelle j'ai assisté, parce que c'était vraiment le mot. Donc sans tous ces aspects négatifs, en fait. Et c'était trop bizarre, cette expérience-là. Je me souviens, j'ai écrit mon mémoire à la bibliothèque et j'avais dans mes oreilles... j'écoutais tout le temps l'album d'un chanteur congolais qui s'appelle Fally Ipupa. Donc si jamais un jour tu vas sur Spotify, tu écoutes... Ouais. Je pense que tu vas vraiment rigoler parce que si t'es pas habitué à ce genre de musique, tu vas te dire c'est quoi ça? Et si tu penses que j'ai écrit un mémoire là-dessus et que j'écoutais ça à la bibliothèque, tu vas rigoler encore plus, tu vas dire mais cette fille est folle. Mais j'ai réellement écrit mon mémoire en écoutant ce chanteur tout le temps. Mais donc j'ai écrit mon mémoire où j'écrivais des choses qui étaient super tragiques et tout, mais en fait le fait de, je sais pas, j'étais plongée dans ça, j'ai l'impression j'étais vraiment dans un autre univers, quoi. J'étais vraiment à des livres partout autour de moi, mais je me revoyais au Congo sans tous ces trucs négatifs que j'avais vécu et que j'avais vu et entendu, et en fait j'ai pris énormément de plaisir à écrire mon mémoire jusqu'à le jour où j'ai terminé. Je pleurais, quoi. J'étais à la bibliothèque et je pleurais quand j'ai fini d'écrire mon mémoire. Donc ouais, j'étais vraiment impliquée à 100% là-dedans, quoi. Parce qu'après, voilà, c'est un sujet qui m'a toujours... qui, encore une fois, comme l'anthropo, c'est un sujet qui est venu comme ça à moi. J'ai pas cherché, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, qui me touche toujours autant. Bon, maintenant, je pense qu'avec l'âge et avec l'expérience, j'ai pris du recul par rapport à ça, mais c'est toujours quelque chose qui reste à l'intérieur de moi, et je sais que je continuerai d'une façon ou d'une autre à travailler là-dessus, et je retournerai là-bas. Mais voilà. En vrai, je pense que parfois on pourrait juste faire un podcast, tu vois, ou des discussions entières sur le terrain ou le terrain de mémoire, parce que parfois, ou même très souvent, c'est le premier vrai terrain de plusieurs mois où on part à l'étranger, souvent. Et en tout cas, je me rappelle qu'avec un peu mes collègues de promo, on en a beaucoup parlé parce que à nouveau il y avait des terrains qui se sont très bien passés, il y a des terrains où les personnes ont vécu ou ont été témoins de plein de violences, et donc ouais, parfois il y a des gens dans ma promo qui sont revenus très révoltés de leur terrain, et parfois on se disait qu'on n'était peut-être pas assez préparés. Tu vois que parfois l'anthropo elle prônait un peu ces terrains très exotiques, à l'autre bout du monde, où tu pars seul et tu connais personne et tout, sauf qu'en même temps ça met aussi dans une situation de vulnérabilité et puis voilà, tu peux être mis face à plein de violences auxquelles tu n'es pas préparé. Comment est-ce que tu réagis face à ça? Quelle violence en tant que toi, anthropologue blanc occidental, tu peux aussi produire et reproduire malgré toi? Enfin bref, il y a plein de questions comme ça, mais donc... Oui. Mais ça, c'est chouette que déjà entre vous avez pu parler de ça. Moi, je me souviens déjà, je sais pas combien vous étiez dans votre promo, mais nous, on n'était vraiment pas beaucoup. Une quinzaine, je pense. Ouais, nous, on était même un peu moins. On n'était pas beaucoup. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde. Enfin, je suis pas de nature très sociale, moi aussi. Donc, voilà, j'étais pas trop déjà à l'UNIF dans tout ce qui était... les fêtes, etc., les baptêmes et tout. Donc, j'étais pas déjà dans cette ambiance-là. J'étais plus studieuse, je rentre chez moi, je travaille, j'étudie, et voilà. Je suis là juste pour faire ce que je dois faire, et c'est tout. Et donc, du coup, j'avais déjà cet esprit de cohésion, parce qu'on n'était pas liés pour ces choses-là. Et puis après, on avait des sortes d'intérêts qui étaient totalement différents.
Et puis aussi avant de partir, moi j'étais tombée malade, donc je savais plus aller à l'UNIF. Du coup, je pense qu'il y a aussi ce fossé qui s'est créé là et que peut-être ça aurait été une opportunité pour nous, une opportunité que je n'ai pas eue, ou peut-être qu'elle s'est simplement pas présentée, même si j'avais été là, je sais pas, mais voilà. Mais après, chez nous aussi, c'est vrai que beaucoup, je pense que tout le monde est resté en Belgique. Je pense qu'il y a que deux personnes qui sont parties à l'étranger. Okay. Une personne était partie était partie en Amérique latine et une autre était partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sinon, je voulais dire aussi que c'est chouette que tu aies bien vécu après l'écriture de mémoire, parce que parfois l'écriture est aussi un moyen un peu de se replonger dans un épisode parfois pas très agréable qu'on a vécu, et donc tant mieux si tu l'as quand même bien vécu, quoi. Ouais, moi en fait j'étais dans un truc où c'était tellement difficile que j'avais besoin d'extérioriser ce qui s'était passé, parce que je me suis retrouvée dans un truc où je pouvais pas parler en fait de ce qui s'était passé. Il n'y avait que Madame Razi qui savait, mes proches, même si eux, voilà, c'est une réalité qu'ils ne connaissent pas. Donc, en gros, ils m'écoutaient, mais voilà, sans plus. Moi, ça m'a affecté à un point incroyable. Madame Razi, elle savait tout depuis le début. J'étais déçue aussi parce que j'en ai parlé à une autre personne qui était à l'université à Liège, qui était prof, qui était impliquée de très près là-dedans, qui m'a aidée pour mon voyage. Et quand je suis revenue, il m'a demandé pour me voir et je lui ai expliqué tout ça, en dehors de l'UNIF justement, pour qu'il y ait un terrain neutre, et lui-même savait très bien qu'il ne voulait pas que ce soit à l'UNIF, pour ne pas qu'il y ait des bruits de couloir par rapport à ça. Et en fait, j'ai eu aucune réaction après tout ce que j'ai dit, et j'étais super déçue par rapport à ça, parce que je me suis dit comment c'est possible que cette personne ne fasse rien après tout ce que je lui ai dit. Et en fait, ça correspondait à des choses que la personne savait déjà et ne faisait rien. Et puis je me suis rendu compte que voilà, en fait, il y a certaines choses, des fois dans la vie, où on ne défend pas ce qui est bon, mais on cache certaines choses parce qu'on sait qu'on tire profit de ces personnes-là d'une autre façon. Donc voilà, j'étais déçue par rapport à ça. Et tout cet univers un peu secret faisait que je pouvais rien dire, et mon mémoire m'a permis de sortir de ça. C'est un mémoire confidentiel, donc au final, il n'y a que les membres de mon jury qui ont pu le lire. Mais j'avais besoin d'extérioriser, donc pour moi c'était ma façon d'extérioriser, et voilà, et de laisser ça derrière moi, et de pouvoir noter noir sur blanc en fait que j'étais pas associée à ça. Et même si voilà, les personnes que j'ai rencontrées ne savent rien parce que je n'ai rien pu dire, mais voilà, j'avais besoin de ça. Et puis il n'y a rien à faire, mon mémoire c'est mon bébé en fait, donc donc voilà, j'ai fait 2 autres mémoires après ça. Mais c'est mon mémoire en anthropo. Même des fois, pour te dire à quel point c'est vraiment mon bébé à moi, je me suis retrouvée encore l'année passée, j'étais au Congo avec des amis à moi. Pas dans la même zone, j'étais ailleurs à Lubumbashi. Parce que du coup, c'est le master en anthropo le master non. Mes études en anthropo qui m'ont fait découvrir une passion pour le Congo. Donc je suis vraiment réellement passionnée par le Congo, et je t'expliquerai même les impacts par après. Comme ça tu verras à quel point vraiment je suis congolaise dans le cœur. mais oui, ça m'a tellement... J'ai tellement cette passion-là, pour te dire, quand j'étais avec mes amis, encore il n'y a pas longtemps, dans mon téléphone, grâce à la technologie, on a iCloud, donc on a tous nos dossiers de notre ordi sur notre téléphone. Et donc du coup, j'étais là et on parlait on avait une conversation sur des trucs politiques, etc., qui découlent de certaines décisions qui avaient été prises il y a des années au Congo, etc. Et justement des enjeux avec le Nord, le Sud. Et en fait, j'étais là et j'ai commencé à dire à mes amis, mais non, c'est comme ça, mais moi j'ai étudié, j'ai écrit là-dessus, etc. Et puis après, ils me disaient, mais moi je suis congolais, moi je sais, on m'a expliqué depuis des années, je sais que c'est comme ça, c'est pas toi. Et bon, voilà, on parle très ouvertement, et il n'y a vraiment aucune gêne entre nous, mais ils me disent, c'est pas toi la blanche qui va nous dire comme ça, on connaît notre histoire, toi tu connais les trucs des blancs qui t'ont appris des choses, et c'est pas ça, etc. Et du coup, je sors mon téléphone et je dis, regarde, alors du coup, dans mon mémoire, j'avais écrit ça, regarde les références, tu peux aller lire tel et tel livre. Donc, ouais, pour te dire à quel point vraiment mon mémoire, c'est mon mémoire, quoi. Donc voilà. Ouais, en tout cas c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien que tu t'aies trouvé une passion comme ça et que ça t'anime toujours autant et tout. Ouais, mais... Ouais, donc en gros t'as un peu déchanté au niveau de la coopération au développement. Finalement avec le docteur Mukwege, t'as travaillé un peu avec lui, t'étais que dans l'association, c'est ça? Il n'était pas là quand j'étais là, parce que du coup, comme il y avait le prix Nobel de la paix qui se préparait pour lui, il était un petit peu partout, donc il n'était pas là quand j'étais là.
Je suis allée à l'hôpital, je suis allée à la Fondation Panzi. Et en fait, là où je devais faire mon mémoire, à la base, c'était la Cité de la Joie. Okay. Donc ça appartient à la Fondation Panzi. Et voilà, c'est un lieu qui est très secret. Enfin, très secret, non. Qui garde très confidentiel. Ils n'aiment pas avoir des visiteurs externes. Donc voilà. Et il y a aussi un documentaire qui est sur Netflix par rapport à ça. Si jamais ça t'intéresse ou ça intéresse d'autres personnes. Ça s'appelle City of Joy. Okay. Et donc, du coup, là-bas, elle explique aussi comment on en est arrivé à fonder ça, etc., par rapport à son histoire. Et elle explique un petit peu aussi, voilà, pourquoi est-ce qu'elle veut que ça reste, qu'il n'y ait pas de personnes externes qui viennent, etc. Donc voilà, elle parle de la guerre à l'est du Congo. Bref, ça aide vraiment à avoir une vision pour des personnes qui ne connaissent pas de la situation là-bas. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, trop bien. Je crois qu'on va un peu... est-ce que tu as été satisfaite de ta formation en anthropo, les 5 ans d'études? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu aurais changé des choses? Est-ce que tu aurais rajouté, enlevé des cours, etc. Enlever des cours, je pourrais en enlever beaucoup. Ouais. J'ai été satisfaite de manière générale du master. Mais en fait, je pense que... On dirait que je fais une déclaration, hein, mais vraiment, moi, mon master, si je dois résumer une chose, c'est Madame Razi. C'est rien d'autre. Je ne dis pas que les autres profs n'avaient pas des cours intéressants, bien au contraire, mais la personne avec qui j'ai le plus appris, non seulement au niveau conceptuel, etc., c'est elle. Au niveau pratique, c'est elle. Au niveau conseil, c'est elle. Au niveau encadrement, c'est elle. Et puis voilà, en fait, d'une manière, on avait aussi une relation assez proche parce qu'après, j'ai donné des cours pour elle en tant qu'étudiante monitrice. Pourtant, j'ai dit au début du podcast qu'elle me faisait énormément peur. Quand je suis allée à la journée d'accueil pour les rétos, je me suis dit, le jour où j'ai cette prof, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me souviens, je me revois encore dire ça à ma meilleure amie. Et puis après, en fait, quand je l'ai eue en vrai, en fait, je me suis dit, waouh, cette prof, c'est incroyable. Pourtant, moi qui suis super structurée, qui a besoin d'avoir plein de couleurs, des trucs bien faits et tout, les cours avec elle, c'était pas ça. Mais franchement, en fait, j'ai tellement appris énormément de choses et voilà. Voilà. Les seuls points positifs que je vois les points positifs majeurs que je vois du master, c'est elle. Ses cours à elle. Parce que voilà, l'anthropologie du religieux, c'est ce qui m'intéressait. Toutes ces choses-là. Aussi pour les opportunités qu'elle m'a permis d'avoir. Et sinon, voilà, je t'avais dit en bac, il y avait des cours que je trouvais pas nécessaires. Mais je les trouvais pas nécessaires au départ. Avec le recul, je trouve que oui, c'était nécessaire. J'ai eu un cours de comptabilité, je te dis, qui était super chiant. Je sais pas si toi, tu l'avais eu aussi. Je l'ai eu en bac 3, mais en fait, moi, j'ai eu le bac... ils ont fusionné les deux bacs à un moment donné. Donc moi, j'avais après bac sciences humaines et sociales, plus option... Ouais, je me souviens. Ouais, c'était en bac 3, j'ai eu ce cours en distance en plus. Donc, ah, waouh. C'était... Waouh. Tu vois, moi, du coup, j'étais là, je me dis quelle détresse. Je me souviens à ma session de juin, c'était le dernier cours, dernier examen que j'avais samedi. Et je me souviens, j'ai toujours étudié comme une malade. Et je me contentais jamais du minimum, il fallait toujours que j'ai des meilleurs points, etc. Pas pour les autres, pas en comparaison avec les autres, mais pour moi-même. Et je me souviens, c'est mon dernier examen, j'étais tellement épuisée, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je vise juste la moitié. Donc je me souviens, j'ai répondu à la moitié de l'examen. Et j'ai eu 11 sur 20. Et je me suis dit, waouh, t'as bien misé ton coup. Mais j'ai plus jamais fait ça. Mais donc du coup, ça, tu vois, je me disais, c'est inutile. Parce que j'aurais jamais besoin de comptabilité. Et puis en fait, après, j'ai fait un master, le dernier master que j'ai fait à HEC. En fait, ça m'a super bien servi puisque j'ai pu avoir des dispenses de cours qui valaient 15 crédits, là. Et donc, ouais. Carrément, ça valait la peine, aller au serveur. Ouais, parce que franchement, si j'avais dû recommencer ce master en ayant ce cours-là, j'aurais pas tenu le coup, honnêtement. Donc voilà, comme je dis... Quand j'avais le nez dedans, je me disais que des cours comme ça me servait pas à grand chose, des économies de sciences politiques, d'économie politique. Ah, punaise, ce cours-là aussi. D'histoire histoire politique belge. Je me disais, punaise, pourquoi étudier des cours comme ça? On n'est pas en Sciences Po. Et puis au final, en fait,
Celui-là, tu l'as adoré par contre. Sérieux? Ouais, j'ai beaucoup Moi pas. Moi pas. Mais tu vois, après un cours comme ça m'a permis aussi de croiser, puisqu'il y avait une petite partie, un petit chapitre sur le Congo. Ouais. Donc c'était super chouette. Et puis voilà, la vie fait que aussi, en revenant, c'était pas l'année passée, c'était l'année avant. Quand je suis revenue, il y a 1 an et demi, quand je suis revenue en coordonne mes voyages au Congo, je me suis retrouvée, j'étais en escale en Éthiopie. Et je regarde, je vois quelqu'un au loin comme ça, je me dis, on dirait Monsieur Verians. Je me dis, c'est lui, c'est pas lui, mais qu'est-ce qu'il ferait comme ça en Éthiopie et tout. Mais en plus, je n'étais pas proche de lui, j'avais juste eu 2 cours avec lui. Mais voilà, on est dans des super grands amphis, on était dans des super grands amphis avec lui. Donc, du coup, je me dis, Jay, c'est même pas qui je suis. Et puis, j'ai envoyé à une amie à moi qui était en droit, elle. J'envoie une photo, je dis écoute, pour toi, est-ce que c'est Monsieur Verians? Parce que je dis, je sais pas, je sais pas. Je dis, c'est une scène surréaliste, comment tu croises ton prof dans un aéroport quand t'es en escale en Éthiopie, quoi. Et puis elle me dit, ouais, je crois que c'est lui. Elle me dit, vas-y, va lui parler et tout. Et comme je t'ai dit, super timide comme je suis, je n'osais pas. La personne me dit, tu sais quoi, prends ton courage à deux mains, t'es en Éthiopie. De toute manière, il sait même pas qui tu es. Et voilà, tu veux faire quoi? Il faut quand même tuer le temps. Donc j'ai été le trouver. Et puis on a commencé à parler, puis je dis voilà, j'avais cours avec vous, etc. J'ai fait l'anthropologie, puis il m'a expliqué qu'il était là, il avait pris, il ne donnait plus cours à l'UNIF, mais qu'il donnait, il faisait des cours, il s'occupait de créer des cours à distance, là je sais plus comment on appelle ça, sur des plateformes. Oui, voilà, sur des trucs comme ça. Donc du coup, il a commencé à me donner les références. Il avait été là pour un doctorat, pour une thèse de doctorat d'un étudiant congolais. Et donc, du coup, elle a commencé à me parler de ça, etc. Je lui parlais de mon mémoire, puis il a commencé à me donner des références, etc. Donc franchement, c'était super chouette. Donc voilà, pour la petite anecdote. Et sinon, ce par quoi j'étais le plus déçue, c'est les 2 années de master. J'ai l'impression qu'on a eu certains cours, les cours avec Madame Razi, voilà, ça restait la même chose pour moi. Mais les autres cours, j'ai l'impression qu'on a eu un peu des cours des fois pour combler. Et je trouvais que c'était pas pertinent. Moi, en tout cas, c'était pas pertinent pour ma formation. Et j'ai parfois eu l'impression de perdre mon temps. Et que j'aurais pu travailler sur des choses qui étaient bien plus intéressantes que ça. Mais voilà, c'est la vie, on ne saurait jamais avoir des cours à la carte et faire tout ce qu'on veut, etc. Il faut passer par des cours qui sont moins agréables, mais c'était compliqué pour moi, ouais, puisque j'avais des cours où j'avais l'impression... Enfin, je sais pas, je me disais quelle est la plus-value de ça, quelle est la raison d'être de ces cours. Mais bon, voilà, c'est la vie. J'imagine que ça plaisait à certains, donc c'est le principal. Ouais. Mais au moins ça permet de donner aussi un petit aperçu de comment tu as vécu ta formation. Ouais, et puis après, comme je suis toujours très honnête, il y avait les enquêtes, je me souviens, sur MyULG à l'époque, il y avait les enquêtes après chaque cours, après chaque quadrimestre. Et chaque fois, moi, je répondais, je mettais ce cours-là, etc., pas utile, etc. Moi, j'étais très, très honnête par rapport à ça. J'attendais d'abord d'avoir mes points. Et puis... Voilà. C'est pas anonyme, ils disent que c'est anonyme. Oui, ils disent, mais voilà, je suis connectée quand même avec mon compte, quoi. Mais voilà, je me revois dans le bureau de Mme Razi en train de lui dire plusieurs fois oui, non, je vois pas l'utilité de tout ça, ça m'énerve. Mais bon, voilà, j'étais diplômée, c'est le principal. Tout à fait. Et donc, tu termines ton master en anthropologie, et là, tu continues de master, c'est ça? Ouais, donc du coup, je t'ai dit, j'ai fait mon terrain en juin 2019, donc je ne savais pas rendre mon mémoire à ce moment-là, parce que j'avais été malade, donc très compliqué pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait les trucs en première session, qui réussit directement, donc très difficile déjà pour moi d'accepter le fait que je ne vais pas rendre mon mémoire en première session. Madame Razi essayait un peu de me consoler en me disant écoute Lorena, de toute façon voilà, c'est rare qu'on rentre en première session, etc. Donc j'essaie de me consoler comme ça, puis je pars, mon terrain se passe pas du tout comme prévu, et donc j'ai dû d'abord prendre le temps de me gérer moi, mes émotions, et de revenir en Belgique, revoir la réalité de la Belgique et d'accepter en fait tout ce que je venais de vivre. Donc ça déjà ça a été compliqué, ça a pris du temps, donc du coup j'ai pas su passer mon mémoire en août, ou septembre 2019. Donc là c'était très compliqué parce que je me suis dit tout ça, je voulais pas ça, je suis pas responsable de ça. D'abord j'ai été malade, puis après ça s'est mal passé, puis à cause de ces gens-là, du coup je passe pas mon mémoire maintenant et tout. Donc ça m'a énormément énervée.
Et quand j'ai pris contact avec l'UNIF pour leur dire que je passais mon mémoire, du coup en janvier, parce que j'avais aucun autre cours, du coup ils m'ont dit que je devais payer un Minerval entier. C'est aussi bête que ça, mais en me disant ça, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là où je dois payer un Minerval entier pour rendre un mémoire que j'ai déjà fini aux 3/4, parce que mon mémoire était déjà fini aux 3/4, mais voilà, Madame Razi me disait, prends ton temps, refais, etc. Et je me suis dit, non seulement je ne reçois pas de cours, c'est moi qui travaille, mais c'est moi qui paye pour travailler. Donc, cette injustice m'a énervée. Et donc, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, si je dois payer à l'époque, c'est mes parents qui payaient, du coup, je dis, si vous devez payer, parce que j'ai aussi ce sentiment toujours de responsabilité, puisque voilà, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui avaient des bourses, etc. Et moi, mes parents n'en avaient pas, mais c'est pas pour autant que mes parents, ils n'ont pas du tout des salaires de ministre. Et donc, du coup, j'ai eu toujours ce sentiment de responsabilité de me dire, si mes parents investissent en moi et payent ces montants-là, je dois être capable de réussir directement, tu vois. Donc, j'ai toujours eu un peu cette responsabilité-là que j'ai toujours respectée. Et donc, du coup, je dis à mes parents, écoutez, si vous devez payer, je suis désolée que vous deviez payer, mais si vous devez payer, au moins que vous payiez pour une bonne raison, que j'ai des cours. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je vais suivre les cours, le master en RH, j'ai accès directement, c'est dans la même faculté. Et surtout, ma mère m'a dit comme remarque, là au moins tu auras un travail directement. Et ça rejoint aussi un truc qui m'énervait énormément, c'est qu'autour de moi, personne ne me disait rien. Parce que je pense que les personnes savaient bien aussi avec mon caractère que je suis pas une personne à qui on peut dire tout et n'importe quoi. Mais à ma mère, les gens se permettaient de dire, je sais pas pourquoi les vieux sont toujours, doivent toujours donner leur avis sur tout. Et ils étaient là, ta fille, elle fait quoi? Ah, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'elle va faire comme métier? Elle va trouver quelque chose. Et donc en gros, je sais pas pourquoi ils se mêlaient de ma vie, alors que ces gens ne me connaissaient même pas. Et du coup, je sais pas, ils avaient des frustrations envers moi, envers mon futur, alors que ça les concernait pas. Et du coup, ma mère essayait de me les dire des fois d'une façon ou d'une autre, et il n'y a rien à faire, ça arrivait quand même à mes oreilles, et ça m'impactait quand même. Et du coup, quand elle m'a dit, ouais, là, tu auras un métier concret, en fait, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, c'est vrai, j'aurai un métier concret. Parce que je me suis dit, j'ai galéré pour trouver un stage. J'ai été faire mon terrain. Ça s'est passé comme ça, je me suis dit, est-ce que ma vie, en fait, je veux que ce soit ça? Je sais pas. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, tant que tu ne sais pas, fais. Et je suis quelqu'un qui adore apprendre. L'UNIF, j'ai une relation super toxique avec l'UNIF parce que j'étais toujours... moi, j'avais mes cours, je me souviens, je terminais même à 18h, j'arrivais à la maison. Ouais, et donc du coup, je mangeais même pas à table avec mes parents, ils me servaient juste, j'avais mon assiette comme ça, je remettais mes cours en ordre parce que j'avais cette obsession de me dire dès que je suivais, tous mes cours de la journée devaient être en ordre le soir même. Donc je retapais tout, je remettais des couleurs, etc. Et donc j'étais vraiment cette folle là comme ça qui devait savoir avoir mot pour mot, tout en ordre au jour le jour. Et donc voilà, j'avais cette relation toxique, mais j'avais l'impression que j'avais besoin de ça, en fait. Je me suis dit, punaise, d'un coup, comme ça, c'est fini. Je vais faire quoi maintenant après? Et donc, j'ai eu besoin de continuer comme ça, continuer d'apprendre, faire des autres choses. Donc, j'ai fait le master en RH. C'est un master de 2 ans. Donc, j'ai commencé pour 2019-2020. J'ai commencé mon master. En même temps, je donnais des cours toujours pour Madame Razi. J'ai donné pendant 3-4 ans pour elle des cours. Donc, j'avais mon master, je donnais des cours en plus. Et je terminais mon mémoire, quoi. Donc, voilà. Et quand tu as fait ton terrain de mémoire, est-ce que ça t'a aussi un peu coupé l'envie de la thèse? Parce que je sais que la thèse, une envie de thèse est souvent présente dans les étudiants en anthropo, chez les étudiants en anthropo. Ouais. Donc, est-ce que tu avais déjà pensé à la thèse? Est-ce que tu... Ouais, donc c'était mon objectif à la base. J'avais le moyen de le faire, on en avait déjà parlé avec Madame Razi. On envisageait déjà ça avant que je parte sur le terrain. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte que la réalité du terrain était tout autre. Au niveau des enjeux aussi, des rapports de pouvoir ici en Belgique. Parce que les personnes que j'ai rencontrées là-bas avec qui ça a été compliqué. Enfin, ça n'a pas été compliqué parce qu'il n'y a pas eu de relation conflictuelle entre elle et moi. Mais juste que voilà, je me suis rendu compte de leurs mauvaises actions. En fait, étaient liées aussi ici à l'Université de Liège et qu'en fait, les financements venaient de ces personnes-là, en grande partie. Et donc, on a dû voir la réalité en face avec Madame Razi. Et voilà, elle a dit, écoute, Lorena,
ça va être un peu compliqué d'avoir un financement parce que de chez nous en anthropo on n'a pas des budgets énormes. Les budgets viennent de chez eux et vu la situation, tu te doutes bien que ça va être très compliqué parce que ces personnes-là, comme je t'ai dit, ont voulu mettre des bâtons dans les roues. Donc, je ne peux pas raconter des détails, mais voilà, pour elles, je te dis, ça tenait qu'à elles. Si je n'avais pas Madame Razi, je ne terminais pas mon master. Et donc, voilà, on a dû voir cette réalité-là. Et puis après, elle me dit, écoute Lorena, sinon si tu veux, vraiment il faut faire ça, on pourrait toujours envisager un financement par ces personnes-là d'une autre façon, etc. Et moi-même, je me suis dit, j'ai pas envie de travailler, j'ai vraiment pas envie d'être associée à ces personnes-là. C'est pas possible au niveau de mes valeurs, etc. C'est vraiment pas possible. Mais ce qu'on a fait, Madame Razi et moi, à la suite de ça, c'est qu'on a participé, il y avait un colloque avec le docteur Mukwege. On a participé, on a fait une communication par rapport à ça. Encore une fois, on a voulu mettre des bâtons dans les roues. On a supprimé en dernière minute du programme et puis Madame Razi a fait le nécessaire pour qu'on soit remise. Mais bref, donc j'ai déjà eu cette expérience-là aussi, qui était très bien. C'est des choses que j'apprécie. Voilà, tu sais bien, donner les cours, je pense que tu m'as vu, j'étais suffisamment à l'aise quand je donnais les cours. C'est des choses que j'aime bien transmettre ce que je sais et échanger avec les autres. Et voilà, c'était des choses que j'aimais bien faire, j'aime toujours faire. Mais voilà. C'est vraiment Enfin, j'ai vu la réalité en face, en fait. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire un doctorat. Et je pense que je suis vraiment très, très bonne là-dedans, dans tout ce qui est recherche et analyse d'un sujet qui me plaît. Parce que ça aussi, faire un doctorat sur un truc qui ne m'intéresse pas, j'aurais pas pu. Donc c'est vrai que j'étais très sélective dans mes critères, mais voilà. C'est un peu ça. Ouais, là tu te lances donc durant ton mémoire, tu continues ton master en GRH. Ouais. Ça apaise aussi un peu tes angoisses de travail après. Est-ce que pendant ton master, il y avait eu le stage où tu avais un peu galéré à trouver un endroit. Est-ce que par après, pendant le terrain ou quoi, tu te posais déjà aussi des questions sur ta vie professionnelle ou c'était mis de côté ou... Non, j'ai commencé à me poser des questions parce que du coup j'étais là en train de me dire est-ce que... Parce que les envies que j'ai impliquent de partir probablement vivre au Congo, est-ce que je serais capable de ça à long terme? Parce que ça a aussi des implications sur ma famille, ici en Belgique, sur moi, sur ma qualité de vie, sur ma santé, sur énormément de choses en fait, et sur le psychologique. Donc je me posais ces questions-là et puis après je me disais même, est-ce que je vais trouver quelque chose qui me plaît? Parce qu'il faut dire que là aussi, les conditions dans lesquelles j'étais, je dormais chez des frères, c'était une congrégation catholique italienne qui était là-bas, donc ça va, j'étais italienne comme eux, je me suis dit, ça va, au moins une chose est sûre, c'est que je vais bien manger, puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était dégueulasse, ce qui était pour manger, donc c'était super compliqué, et il n'y a rien à faire, mais toutes ces choses-là jouent, et donc je me suis dit, mais tu vois ce que tu as vécu là, est-ce que tu peux vivre ça pendant toute ta vie? Parce que si tu travailles pour une ONG ou pour une organisation internationale, tu ne vas pas vivre dans, entre guillemets, le luxe de la Belgique. Donc il y avait toutes ces choses-là. En fait, on va dire que c'est des bêtes choses, mais c'est des choses qui jouent en fait, parce que quand tu manques de certaines choses qui sont primordiales pour toi, après ton psychologique ne tient pas le coup. Donc je pensais à tout ça, je me disais est-ce que je suis capable de peser le pour et le contre, etc. Et voilà, et donc je faisais des recherches. Honnêtement, je faisais des recherches déjà, mais il n'y avait rien de très concluant. J'ai postulé pour énormément de trucs pour travailler à l'international, en n'ayant pas cette conviction totale de me dire que j'étais capable de partir et de le faire. Mais pourtant, je postulais. Là, et une fois d'ailleurs, j'avais aussi postulé pour un doctorat à l'UCL. Et là, j'avais été jusque la fin, on avait fait l'interview, puis après, ils ont pris une autre personne. Mais encore une fois... Doctorat sur quoi? C'était un truc en lien avec... mais là, c'est toi qui pouvais faire ça financement, tu pouvais faire ce que tu voulais. Donc du coup, je parlais de mon truc, c'était la prolongation de mon mémoire. Et il fallait donner des cours aussi. Donc ça correspondait à ce que je faisais. Et puis ils ont pris une autre personne pour finir. Mais voilà, encore une fois, ça j'en avais parlé à Madame Razi, elle était derrière moi à fond. Donc voilà, mais j'étais allée jusque-là. Donc s'ils m'avaient prise, j'aurais été là, hein, c'est clair et net. Mais voilà, la vie a décidé autre chose. Autrement plutôt. Et ton master en GRH, il t'a plu? T'as aimé faire ça? Le master en GRH, je veux dire... Non, parce que j'avais toujours ce truc de... Tu vois, toujours d'anthropologie. Là, j'avais des cours concrets qui... En fait,
Non, justement, en entrepôt, on n'a pas des cours concrets. On a des cours où ça ressemble, il faut dire la vérité, beaucoup à la philosophie, tu vois, parce que tu réfléchis énormément sur des concepts, c'est des choses abstraites, tu vois, c'est... Mais ça me plaît, tu vois, tandis qu'en GRH, bah, c'est tac, tac, t'as des statistiques, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et je suis très rationnelle, mais voilà, j'ai réussi mes cours, je les réussissais très bien, parce que j'avais toujours cette pression en moi qui fait que je dois toujours bien faire les choses. Mais j'avais pas ce truc-là, en fait. Ce qui me faisait vibrer, c'est l'entrepôt. Moi, je disais toujours, moi, c'est l'entrepôt, je m'en fous du reste. Enfin, je suis là parce que je dois... parce que j'ai décidé et que voilà, et que je vais aller au bout. Quand je commence quelque chose, j'abandonne pas. Mais je n'ai jamais eu ce truc qui m'a fait autant apprécier que l'entrepôt, quoi. Ok. Et donc après ton master en GRH, tu as fait un autre master? Ouais, donc j'ai chaque fois fait donc, du coup, des masters de 2 ans, de 120 crédits. Et en fait, donc, quand j'ai commencé 2019-2020 le master en GRH, donc j'ai fait ma première année, j'ai rendu mon mémoire, et puis pendant l'année est arrivé coronavirus. Et quand enfin, je sais plus, il y avait une histoire de confinement, de confinement, bref, je ne sais même plus, mais bref, à un moment donné où on pouvait se revoir un peu, j'ai une amie à moi qui s'appelle Chanel Genova, qui est venue, elle est venue à la maison, et elle me dit... on était en été. Elle me dit, écoute Lorena, j'ai vu qu'il y a un master à HEC pour des gens qui ont déjà fait un master. Et je lui dis, ah ouais, ben c'est bien. Et puis elle me dit, oui, je vais m'inscrire, je vais prendre des renseignements, je vais m'inscrire. Elle me parle de ça, puis ça commence à trotter dans ma tête. Puis après, j'ai dit, en fait, c'est quoi, je vais m'inscrire aussi. Mais comme ça. Alors que je n'avais pas terminé mon master en GRH, j'avais juste fait ma première année. Et donc, du coup, je lui dis, elle me dit c'est en cours du soir, vu que c'est fait pour des gens qui travaillent, qui ont déjà un master. Et donc, je me suis dit, ben, c'est encore mieux, parce que du coup, je vais suivre en cours de jour mes cours, ma 2e année de master en GRH, et je vais combiner en commençant ma première le soir à HEC. Ah oui, toi, t'étais déter. Ouais, je faisais 120 crédits en une année, quoi. Ah ouais. Et donc du coup, je me suis lancée là-dedans, et après 2 semaines, mon ami me dit en fait j'arrête. Et moi, comme je suis pas quelqu'un qui abandonne, je me suis dit mais non, moi j'ai commencé, je continue, je vais jusqu'au bout. Et donc j'ai été jusqu'au bout. Ça m'a perturbée, mais je suis allée jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai fait ma première année. C'est là que j'ai dit merci d'avoir eu mes crédits pour comptabilité et pour d'autres cours aussi, parce que du coup, j'ai eu aussi certains cours qui étaient donnés en RH. Dans le master de GRH et que j'avais eu, et donc du coup j'ai pu aussi avoir cette dispense-là. Donc c'était bien aussi pour moi. Mais donc, j'ai fait ça un peu en gros sur un truc de oh, il y a encore un nouveau challenge. Mais en fait, j'avais surtout cette peur parce que je crois que c'est un truc qui a été créé avec l'entrepôt où je me suis dit, en fait, la réalité professionnelle, enfin, le marché de l'emploi, c'est un peu. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'aiment pas leur travail, qu'elles ne sont pas épanouies ou qu'elles aimaient, qu'elles n'aiment plus et que du coup elles sont coincées parce qu'elles ne savent pas quoi faire parce qu'elles n'ont eu qu'une formation dans un domaine. Et je crois que ça m'a donné beaucoup d'angoisse. Je te dis, je suis vraiment quelqu'un de stressé. Ça m'a donné beaucoup d'angoisse et je me suis dit, mais tu sais quoi, tant que j'ai l'âge, tant que je suis dedans, tant que je sais le faire, autant mettre un maximum de cordes à mon arc, c'est ça. Et donc du coup, des fois il y a des expressions qui sont bizarres là. Après quand tu les dis, c'est là que tu bloques, tu te dis. Et donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Je me suis dit, j'ai pas un truc particulier, mais tu sais quoi, je vais le faire tant que je peux le faire. Et voilà. Et au final, maintenant que j'ai fini l'UNIF, crois-moi, je me dis, mais heureusement que j'ai enchaîné tout parce que franchement, et c'était énorme, ce que j'avais là, la charge de travail, j'avais pas de vie. Mais quand je vois maintenant, je me dis, je serais plus capable de faire ça. Même rien que prendre les bus 1h30 de Herstal jusqu'au Sartillement. Puis des fois, tu es au Sartillement le matin, tu redescends en bas, tout. Tu as cours à l'aquarium, tu passes la passerelle, puis tu remontes là. Et puis tu as un cours à HEC. Je me dis, mais comment je faisais pour gérer tout ça? Mais bon, bref, je l'ai fait. Et donc, oui, j'ai fait ma première année à HEC. Et ma 2e année, j'ai terminé ma 2e année en GRH. Et en même temps, j'ai eu mon stage de GRH. Donc, c'est comme si je faisais 3 temps plein. Et là, j'ai fait mon stage au ministère des Finances, en RH. Et c'est là où je travaille toujours pour le moment. Donc voilà. Trop bien. Oui, juste, est-ce que... Enfin, ton master à HEC, c'était quoi exactement? Sciences de gestion. Ok. Et donc, c'était sur 2 ans? Ouais.
En cours du soir. Cours du soir. Ok, ouais. Ok, et donc, ben voilà, il y a ton ami qui t'en avait parlé, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça aussi. Donc, Ouais, et ouais, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que punaise. Et je suis trop contente de tout ça parce que je me dis, punaise, il y a vraiment un sens où j'ai vraiment été beaucoup critiquée, comme je dis, je pense, de l'extérieur parce qu'on n'osait pas me le dire à moi directement, mais ça revenait toujours où on disait, elle va faire quoi? Oui, elle fait du livre, oui, ok, elle fait des trucs comme ça, c'est abstrait, on ne sait pas ce que c'est, elle va faire quoi, etc. Et puis, à force de faire tout ça, après, c'est les gens qui se disaient, mais non, pas marre, mais elle fait quoi? Elle sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas s'arrêter, etc. Et en fait, comme je t'ai dit, tout s'est rassemblé parce qu'en fait, du coup, j'ai fait mon master en anthropo. J'ai découvert cette réelle passion pour le Congo. Comme je te dis, là, je mange Congo, je vis Congo, je respire Congo. Mes amis me disent eux-mêmes, toi, dans le cœur, t'es noire, c'est juste de l'extérieur que t'es blanche. Donc, pour te dire jusqu'où ça va. Non, tu regardes mon passeport, j'ai que des visas congolais partout. Donc, quand j'arrive là-bas, ils tournent et moi, je dis, tourne encore. C'est le dernier, encore des autres visas. Mais du coup, sans avoir fait mon master comme ça, j'aurais pas découvert cette passion pour le Congo. Et puis en fait, à partir de ça, tu vois, le fait d'aller dans les églises, d'être avec de plus en plus de personnes, j'ai commencé à voir qu'elles portaient des tissus. Je sais pas si tu vois, il y a souvent des mamans que tu vois dans la rue, elles ont des tissus fort colorés, etc. Qu'on appelle des pagnes, en anglais wax. Et donc, je voyais ça et je trouvais ça super joli. Je me suis dit, waouh, c'est beau ce qu'elles portent, etc. Et puis, en tant que bonne anthropologue qui se respecte, j'ai commencé à regarder ce que c'était et tout. Puis j'ai vu que ça signifiait des messages. J'ai commencé à regarder l'histoire de ça. Qu'en fait, c'était l'Empire hollandais qui a introduit ça dans les colonies en Indonésie. Enfin, en fait, non, qui a vu ça dans les colonies en Indonésie. Puis ils ont commencé à les copier, etc., les commercialiser, etc. Et puis quand ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait plus, en fait, ils ont introduit ça dans leurs colonies africaines. Et en fait, ça a très bien matché et ça a été réapproprié. C'est là qu'il y avait des couleurs plus vives où les motifs ont commencé à changer, etc. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais d'une façon incroyable. Puis j'ai trouvé ça trop chouette de voir que, en fait, il y a certains motifs qui veulent dire certaines choses. Certains qui sont utilisés pour des mariages, d'autres sont utilisés pour des choses même des fois rocambolesques. Par exemple, tu as un dessin avec un oiseau qui sort d'une cage et le pagne s'appelle « Si tu sors, je sors », c'est-à-dire « Si tu me trompes, je te trompe ». Ou tu as aussi un dessin avec un cheval, c'est « Je cours plus vite que ma rivale ». Tu vois, tu as des trucs comme ça où tu as vraiment avec une fleur hibiscus, ça signifie le mariage, ou tu as des trucs qui signifient pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment super chouette. Ou des événements, par exemple, il y a un pagne qui s'appelle « Village Molokai » et ça représente la guerre de Shaba qui a eu lieu au Katanga, au Congo. Bref, toutes des choses qui m'intéressent, tu vois. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et je me dis waouh, c'est trop bien, etc. Puis j'ai commencé à me dire mais je peux acheter ça où, etc. Puis encore une fois, il y avait cette barrière de me dire mais je suis blanche, est-ce que je peux aller dans un magasin comme ça? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va me dire mais elle se prend pour qui elle de faire ça? Est-ce que je vais bien faire, mal faire, etc. Toutes ces questions-là. Et puis en fait, j'ai commencé à parler de ça très simplement à une amie à moi que j'avais rencontrée à l'église. Et puis, j'ai commencé petit à petit avec tout ça. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, c'est grâce à mon master en anthropo. Et puis, grâce à mon master ici à HEC, que j'ai commencé en fait... Enfin, d'abord, mon master en anthropo, etc. Petit à petit, j'ai commencé à faire des vêtements pour moi. Et puis un jour, la couturière prenait trop de temps. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire un sac. Puis je me suis dit, tu sais quoi, en fait, il y avait Corona. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je perds à essayer de faire moi-même? Je sais pas cool, je sais rien faire. Et j'étais tout le temps comme ça en train de me dire, mais comment est-ce possible qu'en 2000 il y a toujours des gens qui font de la couture? Je me dis, mais c'est des vieilles qui font ça, qui n'ont rien à faire de leur vie. Et puis en fait, je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, moi-même, j'ai rien à faire, là, je n'ai rien à perdre, je sais pas comment ça fonctionne une machine à coudre. Et mon oncle en avait une, et je lui ai dit, prête-la moi, je regarde des vidéos YouTube et je vais essayer. Et j'ai essayé, j'ai aimé ça. Et voilà, en fait, j'ai publié juste sur Facebook bêtement ce que j'avais fait, puis les personnes me dire, ah, mais c'est super joli ce que tu fais, etc. Et puis, j'ai fait mon master à HEC, et en fait, c'est là que j'ai découvert que n'importe qui, en fait, pouvait créer son entreprise, et faire son business en fait avec des choses qu'il crée lui-même. Et voilà, je te disais aussi au début, je voulais faire l'infographie parce que j'aime trop ce côté bricolage, etc. et tout. Et comme je dis toujours, je sais pas pourquoi Dieu m'a faite avec un cerveau à la Jimmy Neutron, mais j'adore me servir de mes mains en fait. Je me dis, mais des fois j'ai étudié autant, pourquoi? Parce que, enfin je sais pas, parce que j'aime trop au final créer des choses avec mes mains
plutôt qu'avec ma tête. Et voilà, et c'est même ça, mon beau-frère, il rigole, il me dit, Laura, tu t'imagines qu'au total, t'as fait 9 ans d'UNIF, parce que t'as chevauché des masters, donc il me dit, t'as fait 9 ans d'UNIF pour faire de la couture, quoi. Et je lui dis, ben oui, c'est comme ça, mais si j'avais pas fait ces 9 ans-là, si j'avais pas fait ces choix-là, en fait, je serais pas arrivée à découvrir ma passion pour la couture, en fait, et de créer aussi maintenant mon entreprise. Ça fait plus d'1 an que j'ai créé mon entreprise, et donc je confectionne des trucs comme ça, des accessoires pour femmes et pour bébés, avec ces tissus-là, en fait. Ces tissus qu'on appelle africains, même si dans l'explication que je vous ai donnée, c'est pas africain, puisque à la base c'est hollandais. Mais bref, on va dire dans l'appellation générale, on va dire que c'est des tissus africains. Et donc je travaille là-dedans, et c'est ça qui m'épanouit. Enfin, je travaille là-dedans, j'ai mon entreprise, c'est ça qui m'épanouit, quoi. Donc je suis là et je me dis, j'ai mon travail, et puis après je me dis, punaise, j'ai ma couture, quoi. Quand je rentre, j'ai coudre, c'est trop bien. Et puis je trouve ça bien aussi de faire découvrir aux personnes qui connaissent pas du tout ce tissu-là, et puis de leur expliquer les motifs, ce qu'ils veulent dire. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Puis je me dis, la plupart du temps, les personnes qui m'achètent des trucs, c'est des blanches. Et du coup, je me dis, c'est chouette, parce que je me dis, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai cette ouverture d'esprit, et c'est vrai qu'autour de moi, les 3/4 des personnes qui m'entourent sont noires. Mais du coup, je me dis, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas ça, et qui, grâce à moi, peut-être ça peut les aider à avoir une ouverture d'esprit, et à découvrir aussi des choses comme ça qui pourraient les intéresser. Donc voilà, je me dis que je fais ma part un peu, et je transmets un peu de ma passion, et voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que, avec le recul, je me dis que tout a un sens, en fait. Donc quand les personnes me disaient, tu vas faire quoi, etc., en fait je me dis, voilà, mon master en entrepôt m'a servi à ça, mon master en GRH me permet d'avoir mon travail là ici, et mon master à HEC, en lien avec mon master en entrepôt, me permet d'avoir fait mon entreprise, en fait. Et voilà. Et je sais qu'encore à long terme, j'aurai encore bien d'autres projets en lien avec mon master en entrepôt, mais voilà. Ouais, c'est trop bien, mais c'est vrai que parfois les gens, ils ont... Enfin... Tu vois, on va toujours te demander à quoi ça sert, ou ce que tu vas faire avec tel truc, alors que, parfois juste il y a des choses et elles te plaisent, et oui, tu vois, un master à l'université, ça va prendre beaucoup de temps, mais, tu vois, si ça te plaît et qu'après tu veux partir dans la boulangerie, ouais. Pas de problème, tu vois, au final, mais... Ouais. Mais bon, je pense que l'humain est fait comme ça, et... Ouais, voilà. Je pense qu'il y a eu aussi tout en... Je sais pas, un peu... on a beaucoup incité les jeunes à aller à l'université. Il y avait un peu un imaginaire, peut-être un fantasme aussi autour de l'université. Comme quoi, je pense. Et je pense qu'il y a toujours, il y a toujours ça. Comme je dis toujours aussi, souvent les gens... C'est pour ça que j'aime pas trop dire mon parcours. Parce que j'ai souvent remarqué que les personnes t'accordent un certain niveau de respect par rapport à ce que tu leur dis que tu as fait, notamment comme études. Et j'aime pas ça, en fait. Je suis pas, j'accorde du respect de la même façon à n'importe qui, en fait. Et je n'aime pas qu'on me donne plus de respect parce que j'ai fait telle et telle étude, parce que je trouve pas ça logique, en fait. Et donc c'est vrai que pour ces raisons-là, j'aime pas trop parler de ça, mais je pense que voilà, c'est un peu... Je pense que beaucoup de personnes réfléchissent comme ça, parce qu'il y a ce truc autour de l'UNIF. Mais voilà. Et est-ce que tu as eu cette appréciation... est-ce qu'on t'a dit par après, oui, mais fais attention, on ne doit pas être surqualifié parce ouais. D'office, ça, on m'a toujours dit. Après, genre, blagueur, tu vas t'arrêter quand? Et par contre, il y a encore pas longtemps, je me suis dit, encore punaise, l'UNIF, ça me manque. J'ai envie de faire encore un truc. Franchement, j'ai commencé à réfléchir à ça cet été. Et puis je me dis, non, calme-toi. Honnêtement, calme-toi. Mais j'ai vraiment eu cette envie-là. Mais oui, ça, on me l'a beaucoup dit. Et puis quand je cherchais aussi du travail, je me souviens, j'avais postulé à un truc qui pouvait correspondre à un master entrepôt, à la Croix-Rouge. Et quand je passe l'entretien, tout se passe bien, etc. Et puis la personne me dit, voilà, on vous a pas prise, on peut vous faire un feedback. Et je lui dis, bien sûr, j'aimerais avoir un feedback. Et la femme me dit, en fait, vous avez fait 3 masters et on a l'impression que vous savez pas ce que vous voulez. Et je me suis dit, donc, tu ne me prends pas parce que tu as l'impression que tu ne sais pas ce que je veux, parce que j'ai fait 3 masters, donc je dois m'excuser d'avoir fait 3 masters et de vouloir prendre les choses en main
à l'avance plutôt que me retrouver à 40 ans et à me dire j'aime pas ce que je fais mais je peux pas faire, j'ai des enfants, j'ai ma maison et j'ai plus le temps de faire des études et me retrouver dans une vie que je veux pas avoir et je me dis je dois m'excuser de ça en fait. Mais comment est-ce que tu trouves que ça témoigne d'une désorientation plutôt que justement de savoir ce que je veux et de préparer mon avenir avec sérénité en fait. Donc ça m'avait énormément révoltée et je me suis dit mais on peut pas trouver mieux comme excuse en fait. Ouais, bah surtout tu postulais pour un poste précis, enfin tu vois, donc il n'était pas question de savoir est-ce que tu sais ou non ce que tu veux, mais est-ce que tu corresponds ou non au poste. Ouais. C'est sûr que... Et en travaillant maintenant en RH, je peux te dire que c'était vraiment une excuse débile là, ce qu'ils m'ont sorti. Déjà à l'époque ça m'avait révolté et puis maintenant avec le recul je me dis encore mais c'est tellement ridicule. Mais j'avais même pas répondu en fait au moment même. J'avais tellement été prise de court, j'avais même pas répondu, puis maintenant je me dis c'est tellement ridicule. Mais c'était un poste de RH Je sais plus ce que c'était exactement. Je pense pas, c'était pour travailler c'était pour gérer une équipe pour tout ce qui était l'accueil des migrants. Ok. Ok, ouais. C'était pour la section des sans-papiers, etc. Ok. Maintenant, après avoir passé un moment de recherche d'emploi et tout, et d'avoir postulé, j'ai l'impression que, en tout cas dans tout ce qui est... Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, je crois que c'est un peu vrai, mais que dans tout ce qui est un peu milieu associatif, ils ont souvent pas trop de budget aussi pour les masters. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'anthropologues parfois qui acceptent un salaire de bachelier en fait, parce qu'il n'y a pas le budget pour un master quoi. Et donc, oui, et ça je voulais dire aussi, c'est quelque chose j'étais prête à renoncer à ça, même en bourse de doctorat, t'as vraiment pas beaucoup, en même temps c'est une bourse. J'étais prête à renoncer si je travaillais sur quelque chose que j'aimais. Mais pour travailler sur des choses qui ne m'animent pas en tant que telles, honnêtement, là, la question du salaire était quand même importante pour moi. Donc, c'est totalement vrai ce que tu dis là. Mais j'étais seulement prête à faire la passe sur ça si c'était quelque chose qui me plaisait. Par exemple, le job à la Croix-Rouge, elle m'avait dit clairement, vous êtes à l'État, chez nous, vous gagnerez moins. Pourquoi vous voulez venir ici? Je leur avais dit, mais ça correspond à mes valeurs. Je veux me sentir utile. Si je suis là avec des personnes qui n'ont pas de papier, etc., en fait, j'ai envie d'aider ces personnes-là. C'est une vocation, quoi. Donc, j'étais prête à renoncer à d'avoir un salaire moins important que celui que j'avais. Pour ça, parce que là, c'était vraiment un truc qui me plaisait. Mais sinon, job pour job, non. C'est sûr que je suis bien mieux là où je suis maintenant. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est malheureux. Parce qu'il faut dire la vérité, on a quand même fait du NIF. On a fourni des efforts. Hein. C'était quand même 5 ans, au minimum 5 ans. Donc c'est vrai qu'après, quand même, quand tu vois que ils n'ont pas de budget, etc., et que tu n'es pas payé, parce que quand tu travailles dans un SBL, etc., tu travailles. Hein. Tu travailles vraiment. Hein. Tes heures, tu les presses. Donc quand tu n'as pas le salaire après qui revient, c'est un peu... Oui, c'est sûr que... Ouais, c'est une autre un peu situation, frustrant. Ah oui, je voulais aussi te demander si tu avais ressenti des réactions différentes par rapport, quand tu disais que tu faisais un master en anthropo ou un master à HEC. Ah ouais, totalement. Parce que, en tout cas, quand j'étais en bac 1 et 2, donc mes colocs ici, il y en a une qui était à HEC et une qui était en dentisterie. Et donc, il y avait quand même des réactions très différentes entre totalement. elles et puis ok, sciences sociales, qu'est-ce que c'est, anthropo, ok. Ouais, totalement. Les gens, quand tu leur dis ça, c'est ça que je te dis, le degré de respect qu'on t'accorde, oui, c'est vraiment ça. Quand tu leur dis HEC, ils sont limite, ils vont te dérouler le tapis rouge. Alors que t'es là, tu te dis, ok, c'est du NIF, ouais. Mais oui, totalement. Totalement. Quand tu leur dis anthropo, à part si c'est des gens qui sont dans le même délire et qui ont une vocation, qui ont une grande ouverture d'esprit, ils vont se dire ah waouh, c'est chouette comme étude, etc. Sinon les autres, comme tu dis, c'est quoi ça? On fait du NIF pour ça? Parfois il y a des gens qui voient à peu près ce que c'est, ils trouvent ça intéressant, mais ils sont quand même dans cette incompréhension de qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Oui, et les trois quarts des personnes, c'est ça, il faut dire la vérité, c'est pas 99%. Malheureusement, mais... Ouais. C'est pour ça que quand je parle quand les gens... En fait, c'est souvent des gens qui sont autour de moi, qui sont là en train de dire... Tu vois, quand il faut présenter à
à leur famille ou des choses comme ça. Ou dans le cadre professionnel. Ah, mais regarde, et Lorena. Ah, mais tu sais, Lorena, c'est elle dont je te parlais, elle a fait ça. Puis après, déjà, ils sont là comme ça. Ah ouais, t'as fait quoi, etc. Puis je suis là, je me dis, je dois vraiment parler de ça. Parce que tu vois vraiment le regard des gens qui, genre, quand tu commences entrepôt, ils sont là. Et puis ils terminent HEC, ils sont là. Waouh, c'est bien! Et tu te dis, ouais, je pouvais anticiper ce genre de réaction. Et voilà. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça. Ouais, il y a des choses qui sont plus valorisées que d'autres dans Ouais. la société. Ouais, et comme je dis, et mon master à HEC, là, ici, était compliqué. Hein. Il n'était pas ça, parce qu'en plus, déjà aussi, je travaillais. Alors, parce que d'abord, j'étais en stage et je faisais aussi master en GRH, plus ça le soir. Puis après, je travaillais. J'avais plus master en RH, mais je travaillais et je faisais ça encore. Et les cours étaient très compliqués, il faut dire la vérité. Parce que d'un point de vue technique, oui, les cours sont plus compliqués. Mais après, c'est totalement autre chose, ça ne se compare pas. Mais voilà, quand tu as des chiffres partout, etc., c'est pas pareil. Et du coup, oui, c'est vrai que c'était des gros challenges, mais voilà. Et donc, pour ton master à HEC, tu as eu un stage aussi qui était compris dans tes études? Non, il n'y avait pas de stage là, parce que du coup, comme tu travaillais déjà, comme ça c'est en cours du soir, on n'avait pas de stage. Par contre, mon mémoire, là, je l'ai fait sur la création de mon entreprise. Donc ça, c'était super chouette. Parce que j'ai eu aussi une promotrice qui est super chouette, avec qui maintenant j'ai toujours ma page. D'ailleurs, hier, j'ai publié un truc que j'avais fait, elle m'a commenté. Et je m'entends toujours bien moi, avec les profs comme ça. Et donc, du coup, je lui avais expliqué que j'avais été en entrepôt, que j'avais ça. Et en fait, je me souviens un jour, je lui ai envoyé, je dis voilà, j'aimerais bien faire. J'ai expliqué mon parcours par mail. Et je lui ai dit, j'aimerais bien travailler sur les pagnes. Et en fait, elle me répond, elle me dit, donc j'étais là en train de lui expliquer ce que c'était les pagnes et tout. Et puis elle me répond, juste un message, oui, je vais être ta promotrice et j'adore les pagnes, avec un smiley et un point d'exclamation. Je me suis dit, waouh, je suis tombée sur la bonne personne ici aussi. Et donc, ouais, là j'ai fait mon mémoire là-dessus, sur la création d'entreprise. C'était genre ton business plan, etc. Donc c'est des choses qui m'ont servi concrètement pour après. Hein. Mais ouais. Donc tu vois, j'ai toujours eu un rappel de ça par après. Et j'ai fait mon mémoire, là c'était sur la création d'entreprise, parce qu'à terme j'aimerais bien pouvoir faire d'H4 Belgique. Comme je vais souvent au Congo, j'ai des personnes que je connais, des amis à moi qui vivent là, qui des fois me font des commandes. Donc du coup, mes commandes vont là-bas quand moi j'y vais ou quand eux viennent. Mais sinon, à terme, j'aimerais bien pouvoir regarder pour faire quelque chose aussi là-bas. Et donc, du coup, là, mon business plan, j'avais fait sur ça, sur la création d'entreprise, ici et là-bas. Donc, tu vois, j'avais toujours... Quand je te dis le Congo, ça fait partie de moi. Il y avait ça aussi dans mon mémoire, là. Donc, voilà. C'était pas la même zone géographique, mais c'était là aussi. Surtout que c'est des règlements, des procédures administratives très différentes. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et pour la petite anecdote aussi, c'est ça qui est trop bien, je suis trop dans la symbolique. Hein. Et en fait, mon tout premier pagne que j'ai acheté, en fait, si tu veux, donc là où j'étais allée, que j'ai dit, ça s'appelle la Cité de la Joie, ils avaient fait une collaboration avec une marque de pagne qui est en gros la plus reconnue mondialement, la plus chère aussi. Et en fait, ils avaient fait une collaboration avec eux. Ils ont sorti des pagnes, des éditions limitées. Et en fait, mon tout premier pagne que j'ai acheté, je me souviens, une amie à moi m'a grondé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu achètes cette marque-là? Ça coûte trop cher. Nous, on achète ça quand c'est des mariages. Et toi, tu vas payer 120 € pour un tissu comme ça. Elle dit, t'es folle. Et en fait, elle ne se rendait pas compte à quel point ça avait une valeur symbolique pour moi, parce que c'était mon premier pagne que j'ai acheté. Et c'était un pagne avec une orchidée. Et en fait, c'était une édition limitée qui représentait, là, les femmes qui ont été violées. L'orchidée représentait... les organes génitaux féminins, montrer que c'était détruit, mais au final, elle représentait ça par une fleur pour montrer qu'il y avait la vie quand même après. Et donc, voilà pour une petite anecdote, en fait, tout ça, et en fait, qui se résume, en fait, tout mon parcours et toute ma vision, qui se résume, en fait, dans un pagne. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, tu travailles... Ministère des Finances. Oui, c'est ça. Et donc, tu as ton entreprise à côté. Oui, en complémentaire, je trouve l'entreprise. Ouais. Et tu aimerais un jour vivre pleinement de ton entreprise ou Oui, j'aimerais. Maintenant,
voilà, je sais pas si je ferai ma vie entière en Belgique. J'aimerais quand même... Enfin, j'ai toujours eu ce truc, je sais que je suis appelée à être au Congo, donc voilà, je ne force pas les choses. Je sais juste que j'y serai à un moment donné, quand ce sera le moment opportun. Là, je pense pas que ce soit le moment. Il y a beaucoup de choses à préparer, etc. Et donc, voilà, je pense qu'à terme, enfin, je sais pas, je pense, j'ai cette conviction profonde à l'intérieur de moi qui me dit que j'y serai, donc j'y serai un jour. Et j'aimerais pouvoir vivre de ça là-bas. Ok, très bien. Et donc, tu fais ton stage au ministère des Finances. Ouais, dans le cadre de mon master en GRH. En GRH. Donc, tu commences ton troisième master à HEC, tu termines ton master de GRH, tu continues à travailler au ministère des Finances tout en continuant ton master. Ça devient compliqué, hein, mais tu suis. Je suis. Et donc, en gros, à la fin de ton stage là-bas, ils t'ont proposé un poste et t'as accepté. Ouais. Ok, ouais. Et donc là, tu fais un job de RH. De RH, ok. Ouais. Ok. Et donc, ça t'a plu Enfin, voilà, tu te voyais continuer là-dedans, quoi. J'ai un job de RH, mais sans être trop RH, parce que c'est un job de business partner. Okay. Donc, ça fait le lien aussi avec mon master à HEC, parce qu'on fait vraiment le lien avec le management. Donc, en fait, je ne m'occupe pas des congés, de la paie, etc. C'est plus vraiment de la gestion de projet. Okay. Donc, on travaille sur comment soutenir les dirigeants dans leur rôle, etc. Comment, par exemple, là pour le moment, j'ai mis en place des sessions de sensibilisation sur le bien-être au travail. Okay. Donc, tout ce qui est éviter d'avoir des personnes qui partent en burn-out, en bore-out, en brown-out, toutes ces choses-là. Bref, toutes des choses que j'ai apprises à l'UNIF et que j'essaie de mettre en pratique là au travail de manière concrète. Donc, c'est plutôt des choses, vraiment de la gestion de projet plutôt que RH pur et dur. Et voilà, c'est plus là c'est plutôt le lien entre RH et management. Et voilà, je dois dire qu'au début c'était un petit peu difficile pour moi de quitter cet amour de l'entrepôt. Mais voilà, je pense que ça a été comblé avec ma couture, etc. Même si voilà, ça n'a plus à voir à proprement parler avec l'entrepôt, mais comme je te dis, toute la symbolique, etc. et toute ma vision des choses par rapport à ça. Et donc je pense que ça a été comblé par ça. Et voilà, là, à terme, là, je suis là, donc c'est très bien. Mais voilà, comme je t'ai dit, à terme, j'aimerais pouvoir vivre 100% de mon entreprise. Et voilà, mais c'est un peu ça. Et ton entreprise, elle s'appelle comment ? LCM Wax. Ok. Bah, je mettrai ça aussi dans le petit podcast, comme ça les gens pour aller voir. Mais ouais, trop bien. Et est-ce que tu as traversé une période un peu de recherche d'emploi ? Donc tu disais que tu avais postulé à la Croix-Rouge à un moment donné. Est-ce que tu as postulé à d'autres endroits ? Est-ce que J'ai postulé à beaucoup de trucs, mais je travaillais déjà en fait. Ok. Donc je travaillais déjà et je postulais en même temps à tous des trucs de recherche qui nécessitaient d'être au Congo. Ok. Comme je t'ai dit, sans être sûre de me dire est-ce que je peux vraiment tout quitter et y aller. Donc je postulais à énormément de trucs comme ça. Je postulais des trucs comme ça à la Croix-Rouge. Je regardais tout ce qui était plutôt en coopération et développement, mais des choses qui touchaient quand même soit au truc à la thématique des sans-papiers. Ici en Belgique, c'est aussi une thématique qui me tient à cœur parce que, voilà, encore une fois, tout est toujours lié chez moi. La personne chez qui je vais faire mes vêtements, c'est une dame qui est âgée et qui maintenant, heureusement, vient enfin d'avoir ses papiers. C'est une Congolaise et elle n'avait pas ses papiers. Donc voilà, j'avais toujours ce sentiment aussi d'aller chez elle, puisque la Belgique nous dit que oui, c'est mal si on héberge sans papiers ou si entre guillemets, on fait des actions qui cautionnent ça. Mais en fait, quand tu côtoies ces personnes-là, tu te dis, mais comment est-ce possible ? Tu vois qu'on les stigmatise comme ça, tu vois une dame comme ça qui est âgée, etc. Tu te dis, mais elle est malade, elle peut même pas aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Et toi, tu es là comme ça à côté, tu fais rien du tout. Je peux pas rester comme ça. Donc, je la soutenais de ma façon. Donc, voilà, quand j'avais des choses à faire, même si moi-même je couds, j'allais chez elle parce que je savais que ça pouvait l'aider de faire ça. Et donc voilà, c'est une thématique qui me touche aussi pour ces raisons-là. Donc, j'avais postulé dans des trucs comme ça. Sinon, voilà, ça peut toujours aller soit avec le Congo, soit avec ici la thématique des sans-papiers.
Et voilà. Mais sinon, tout à l'heure, tu expliquais un peu ton travail au ministère des Finances et j'avais l'impression que ça regroupait un peu tes 3 masters. Mais c'était peut-être juste l'impression que j'en ai eu comme ça. Mais Ouais. tu as l'impression de retrouver un peu tes 3 masters dans... Anthropo, non. Ok. Pas trop. L'anthropo, c'est vraiment avec la couture. mais sinon, c'est avec mes 2 masters ici. Et puis, d'un autre côté, je me dis, quand je vois comme ça, comme je suis, je me dis ce que je rêve. Parce que la recherche, tu vois, tu fais ça à court terme. Tu vis pas de recherche pendant toute ta vie, sauf si tu deviens prof. Alors là, les places sont encore plus chères. Et en fait, c'est ça que je me disais, mais est-ce que je me voyais vraiment là-dedans? Parce que ça allait être toujours des challenges, tu vois, toujours de la sécurité pendant toute ma vie. Et du coup, en faisant le master en RH, puis en faisant le master en HEC en gestion, j'ai développé et découvert de nouvelles compétences que je ne soupçonnais pas. Et le fait de travailler là comme ça, en fait, j'ai eu un entretien avec mon chef, par exemple, en janvier. Et c'était une période où j'étais très démotivée pour des raisons personnelles. Mais ça avait un impact sur mon travail. J'étais vraiment démotivée. J'arrivais même plus à coudre aussi. Donc, pour te dire à quel point c'était vraiment compliqué pour moi. Et mon chef me dit, tu sais, Lorena, quand je te vois, je vois vraiment, je te vois diriger une équipe, je te vois vraiment avoir des responsabilités. Moi, j'étais là, je me dis blague, lui. Et en fait, plus le temps a passé, et en fait, j'ai vraiment mûri là-dessus. Et en fait, je me rends compte que oui, en fait, je découvre vraiment cette facette de moi qui qui ressent le besoin en fait de gérer les choses, de diriger. Et c'est ça que je me dis. Je pense que je ne me suis pas trompée dans tout ce que j'ai fait. Et tant que moi, j'y vois ma logique, c'est le principal. Donc voilà. Et franchement, si c'était à refaire, je ne sais pas si tu as me posé cette question-là, mais si c'était à refaire, je refais tout ce que j'ai fait sans hésiter. Même le choix de mon mémoire qui m'a mis dans des complications comme ça, je le refais sans hésiter. Et quand je revois toutes ces années de VUNIF comme ça, ces années... Parce que je veux dire la vérité, c'était galère. Quand je voyais des gens autour de moi, ils avaient mon âge. Et je me disais, punaise, eux, ils savent aller au cinéma, ils savent aller en soirée, ils savent aller faire ça. Et je me disais, mais en fait, moi, mais je ne savais rien faire. Les seules choses que je pouvais faire, c'était des fois les week-ends. Et encore, en semaine, je ne pouvais pas aller manger au resto, je ne pouvais pas aller au cinéma. En fait, j'avais pas de VUNIF, quoi. Mais... Des fois, voilà, j'ai tendance à me dire que voilà, j'ai sacrifié beaucoup de choses, mais c'est des choses qui ont porté leurs fruits maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mon âge, donc là j'ai 28 ans. Des fois, il y a des personnes plus jeunes qui disent mais j'aime pas ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire plus tard, je peux pas continuer là-dedans, ou, tu vois, et là je me dis je suis pas dans ça. Et je sais que le jour où je commence à me dire ouais, non, je me plais pas là-dedans, je sais que je peux chercher ailleurs en fait, donc voilà, et je pense que dans la vie, on apprend toujours. Chaque expérience nous apprend des choses sur nous et sur les autres et sur le monde. Et donc du coup, je pense qu'il faut savoir analyser les choses avec un peu de recul et se détacher un peu parfois de ses émotions et de se dire, bah oui, en fait, j'ai fait ce choix-là, c'était difficile, mais ça en valait la peine. Donc voilà. En vrai, c'est presque une très belle conclusion, donc je pense qu'on pourrait presque en rester là. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était hyper chouette. Merci à toi. Ouais, on a presque l'impression que tu t'es ouvert plein de portes et que maintenant tu as genre 1000 possibilités et que même si demain ton travail te plaisait plus, tu aurais cette sérénité peut-être de te dire je peux aller autre part et ça ira, quoi. Ouais, parce que voilà, je pense que c'est utile puisque c'est des personnes qui vont nous écouter, c'est des personnes qui sont en anthropo ou qui ont déjà fini anthropo et alors qu'ils vont se dire, se retrouver dans ce que je dis. Et celles qui n'ont pas fait, je préfère quand même les avertir. Celles qui n'ont pas encore terminé, je préfère quand même les avertir que voilà, quand on fait anthropo, c'est compliqué. Ouais. Parce que voilà, au final, je me retrouve, j'ai pas de travail qui est en lien avec l'anthropo, même si, voilà, je dis la couture, oui, mais c'est toutes des opportunités que je me suis créées. C'est pas des choses qui sont tombées du ciel comme ça. Et voilà, toi, on discutait tantôt, voilà, tu travailles dans un truc qui se rapproche plus de ta formation. Et c'est très bien, mais voilà, j'imagine aussi pour toi, c'était pas facile de trouver comme ça directement. Non, j'ai postulé pendant
3 mois et demi. Et encore, ça va. Oui, mais j'ai envoyé 60 candidatures en tout. Et là où je suis maintenant, c'était ma 35e candidature. Donc ça va encore. Mais c'est sûr. Mais regarde, déjà, comme tu étais proactive, déjà 3 mois et demi, c'est pas beaucoup. Mais 60 candidatures, c'est beaucoup. Ouais. Donc proportionnellement, et oui, je pense que ça, les gens doivent être aussi... ils doivent en être conscients. Parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel quand on a fait entrepôt. En comparaison avec quand tu as fait HEC, limite on vient te chercher à l'UNIF. On vient vraiment te chercher à l'UNIF. Donc nous, c'est pas ça. Quand on fait entrepôt, c'est pas ça. Alors oui, si on nous écoute, pour toi et pour moi, ça va pour le moment. Et je prie que ça continue à fonctionner comme ça pendant de longues années. Et qu'on soit dans des choses qui nous épanouissent. Mais voilà, quand on fait entrepôt, c'est aussi, je pense, c'est une vocation. Mais pour en vivre, il faut vraiment se donner des opportunités, se créer des opportunités, ou alors que toutes les étoiles soient alignées. Alors, il faut vraiment beaucoup de chance. Et puis c'est chouette aussi pour les gens qui écoutent de voir que l'entrepôt, tu peux faire des choses qui sont totalement différentes, quoi. Parce que l'entrepôt ne nécessite pas toujours de partir à l'autre moitié de la planète. C'est sûr. Tu peux faire de l'anthropologie ici. Mais voilà, le tout, c'est de trouver le sujet qui nous plaît. Et c'est ça que je disais toujours aux étudiants quand je donnais cours. On disait, je vais faire intérêt sur quoi? Je dis, mais réfléchissez. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est réfléchissez à trouver quelque chose qui vous passionne ou qui vous suscite votre intérêt. Et le reste suivra tout seul. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Lorena merci pour à toi. Tout ce partage. C'était hyper intéressant. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous avez des commentaires ou des remarques concernant cet épisode ou le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail ou Instagram. Toutes les infos sont en note du podcast. Vous y trouverez également les liens des entreprises, des sites internet et des organisations dont nous avons discuté durant cet entretien. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines interviews. Vous pouvez partager ce podcast auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et si vous avez fait un master en anthropologie et que vous aimeriez partager vos expériences professionnelles, vous pouvez me contacter toujours par Instagram ou mail et je me réjouirai de vous accueillir sur mon podcast. Au plaisir de vous lire et à très bientôt pour de nouvelles carrières anthropologiques.